15 juin 1945, carrière de gravier dans l'Allemagne occupée. Un capitaine de la Wehrmacht, les yeux bandés et attachés à un poteau de bois, en uniforme militaire dont tous les insignes ont été arrachés, se tient devant un peloton d'exécution américain en train de charger leurs carabines. Cet homme va devenir le premier criminel de guerre nazi à être exécuté par les forces des États-Unis. Il ne sera pas fusillé pour ses actions de combat, mais pour un acte de pure haine calculée qui a choqué même les soldats les plus endurcis. Mais quel crime abominable le Hauptmann Kurt Bruns a-t-il commis, qui a scellé son sort avant même la fin de la guerre? Qu'est-ce qui a poussé cet officier allemand de 30 ans à franchir la ligne entre soldats et meurtriers? La réponse se trouve dans ce jour sanglant de décembre pendant la bataille des Ardennes, quand l'idéologie a occulté l'humanité et où 2 soldats américains d'origine juive ont payé le prix ultime simplement pour avoir révélé qui ils étaient. Avant de plonger dans ce sombre chapitre de l'histoire, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour l'histoire militaire. Nous révélons les histoires non racontées que l'histoire a tenté d'enterrer. Ne manquez pas la suite, abonnez-vous maintenant. Kurt Bruns est né en 1915 à Stuttgart, en Allemagne, juste un autre visage dans cette ville allemande, travaillant comme vendeur dans une épicerie pendant ses jours ordinaires. Rien dans ses jeunes années n'indiquait le monstre qu'il deviendrait, mais 1936 a tout changé. Alors qu'Adolf Hitler étendait illégalement la machine de guerre allemande en violation des traités internationaux, Bruns a rejoint la Wehrmacht, échangeant les rayons de l'épicerie contre les armes et la guerre. D'ici 1939, ses ambitions l'avaient fait passer du simple soldat à officier. Alors que l'Allemagne nazie plongeait l'Europe dans le conflit le plus sanglant que l'humanité ait jamais connu, Bruns a gravi les échelons. Les combats l'ont endurci, l'idéologie l'a corrompu. D'ici septembre 1943, il a atteint le grade de Hauptmann, capitaine, inspirant le respect et détenant un pouvoir mortel sur les hommes sous son commandement. Bruns n'était pas un simple soldat, il était marié et avait un enfant à la maison, un homme de famille sur le papier. Cependant, lorsque la fortune de guerre de l'Allemagne s'est effondrée et que le désespoir a contaminé la Wehrmacht, quelque chose de sinistre s'est révélé en lui. Un dévouement fanatique à la vision génocidaire d'Hitler, armant bientôt ses mains du sang innocent. Décembre 1944, les forêts glacées de Belgique et d'Allemagne sont devenues un enfer gelé, alors que Hitler lance sa dernière grande offensive, la bataille des Ardennes. Au milieu du chaos, environ 300 soldats américains, dont des membres de la légendaire 106e division d'infanterie, ont été capturés par les forces allemandes près de la frontière belgo-allemande. Parmi les prisonniers américains se trouvaient 2 hommes exceptionnels, le sergent d'état-major Kurt Jacobs, 35 ans, et le technicien de 5e classe Murray Zappler, seulement 20 ans. Ce n'étaient pas de simples soldats, ils étaient tous 2 des juifs nés en Allemagne qui avaient fui les persécutions nazies, trouvé refuge en Amérique et étaient revenus en Europe non pas en tant que victimes, mais en tant que guerriers combattant pour la liberté. Leur passé exceptionnel les rendait inestimables. Maîtrisant parfaitement l'allemand, ils avaient été formés dans un camp d'entraînement ultra secret à Fort Ritchie dans le Maryland. Devenant ainsi une partie des légendaires garçons de Ritchie, près de 2000 soldats juifs nés en Allemagne utilisant leurs compétences linguistiques et leur profonde connaissance de la culture allemande pour interroger les prisonniers ennemis. Quelques jours avant d'être eux-mêmes capturés, Jacobs et Zappler faisaient exactement cela, interrogeant des prisonniers de guerre allemands du 2e bataillon du 293e régiment de grenadiers populaires de la 18e division de grenadiers populaires de Bruns. Parmi les interrogés se trouvait le caporal Heinrich Kauder, un communiste emprisonné dans un camp de concentration avant d'être enrôlé de force dans l'armée agonisante d'Hitler. Kauder n'avait aucune loyauté envers le régime nazi, un fait qui s'avérera catastrophique pour Kurt Bruns. Le 20 décembre 1944, les Américains capturés, épuisés et gelés furent escortés sous bonne garde armée jusqu'au bureau de douane de la région de Schönberg-Bleyalf. Les forces allemandes étaient commandées par le Hauptmann Kurt Bruns, aux yeux glacés et à l'esprit calculateur. Alors que les prisonniers marchaient dans la neige, le caporal Kauder a réussi à s'échapper, se glissant hors de la colonne. Lorsque les autres prisonniers de guerre sont arrivés au bureau de douane, 2 soldats allemands récemment libérés se sont approchés de Bruns avec une information dévastatrice. Parmi les prisonniers américains se trouvaient les 2 interrogateurs qui parlaient un allemand parfait, les mêmes hommes qui les avaient interrogés quelques jours auparavant. Les yeux de Bruns se sont rétrécis. Il a ordonné à ses hommes de sortir Jacobs et Zappler du groupe. Le sergent Werner Hoffmann les a placés contre le mur de pierre du bureau de douane, tandis que les autres prisonniers américains étaient emmenés vers Bleyalf. Debout face aux 2 soldats effrayés, Bruns a exigé une confirmation. « Avez-vous interrogé mes hommes en allemand ?»
Les Américains n'avaient aucune raison de mentir. Oui, ont-ils répondu. Bruns a poursuivi son interrogatoire. La terrible vérité est apparue. Ces deux hommes étaient des juifs allemands nés à Berlin qui avaient fui en Amérique et étaient revenus en tant que soldats américains. Ce qui s'est passé ensuite a révélé la profondeur de la haine fanatique de Bruns. Des témoins ont par la suite témoigné que le capitaine allemand a déclaré avec une terrifiante certitude « Les juifs n'ont pas le droit de vivre en Allemagne ». Bruns n'a pas perdu de temps. Il a rassemblé un peloton d'exécution de 5 ou 6 sous-officiers. Jacobs et Zappler ont été escortés sur un chemin enneigé jusqu'au lieu d'exécution improvisé. Selon les mots du témoin oculaire, le caporal Coder, observant la cruauté depuis sa cachette, les deux soldats américains se sont tenus au garde-à-vous, le dos tourné à leur bourreau. Ils n'ont jamais vu les carabines braquées dans leur dos. Sur l'ordre de Bruns, les balles les ont traversés de l'arrière. Ils sont tombés sur le sol gelé, tués non au combat, mais par une exécution de sang-froid. Bruns a par la suite tenté de justifier ce crime de guerre, disant à un autre officier qu'il avait fait le serment sacré que l'Allemagne gagne ou non cette guerre, il sacrifierait sa vie à l'extermination des Juifs. Il n'en avait pas honte. Il en était fier. Les corps de Jacobs et Zappler ont été jetés dans une tombe peu profonde à une centaine de mètres de la route. Leurs bottes ont été volées par des soldats allemands pillards. Ils sont restés là, face vers le haut dans la boue, victimes oubliées de la rage génocidaire. Le 7 février 1945, alors que les forces alliées avançaient et que la Wehrmacht s'effondrait, Kurt Bruns a été capturé, se cachant dans un bunker près du Schwarzermann. Le caporal Coder, à nouveau capturé par les Américains, a immédiatement raconté aux autorités tout ce qu'il avait vu. 6 jours plus tard, le 13 février, des soldats américains du 12e régiment d'infanterie ont découvert les restes. Jacobs et Zappler étaient exactement là où Coder l'avait dit. Sans bottes, tués et abandonnés. Bien que la guerre fasse encore rage, les autorités militaires américaines ont jugé Bruns suffisamment dangereux pour le traduire immédiatement en justice. Le procès n'a duré qu'un jour, le 7 avril 1945, à Düren, en Allemagne. Bruns a maintenu son innocence, affirmant qu'un officier supérieur nommé Whitty avait ordonné l'exécution. Ses avocats ont attaqué la crédibilité des témoins, soulignant de légères incohérences dans leurs témoignages, mais les preuves étaient accablantes. Le témoignage de Coder, donné avant que les corps ne soient retrouvés, correspondait parfaitement aux preuves physiques. De nombreux témoins ont témoigné du fanatisme antisémite de Bruns. L'un se souvient qu'il se vantait d'avoir abattu à la mitrailleuse ses propres soldats allemands quand ils avaient exprimé le désir de se rendre. Son mépris pour la vie humaine, juive ou autre, était indéniable. Le tribunal militaire l'a reconnu coupable. La sentence, la mort par peloton d'exécution. Le 8 mai 1945, le colonel Ernest Brandon a confirmé la peine de mort de Bruns le même jour où l'Allemagne nazie capitulait. La guerre était terminée, mais la justice ne faisait que commencer. 6 semaines plus tard, le 15 juin 1945, Kurt Bruns a été amené de sa cellule à la carrière de gravier de Densdorf, aujourd'hui partie de Wachtelschwanz. Un peloton d'exécution improvisé l'attendait. On a laissé à Bruns le port de l'uniforme de la Wehrmacht, mais tous les insignes de grade et d'honneur en ont été arrachés. Maintenant, il n'était plus rien, juste un criminel de guerre attendant la justice. Attaché à un poteau en bois, Bruns se tenait debout tandis que les soldats lui nouaient un bandeau noir sur les yeux. Le peloton d'exécution leva ses fusils, des ordres retentirent, les détentes furent pressées, les balles frappèrent Kurt Bruns et il devint l'histoire. Le premier criminel de guerre nazi exécuté par les forces américaines pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, 6 autres Allemands ont fait face au peloton d'exécution américain à Densdorf. 4 soldats de la SS et un soldat de la Wehrmacht, tous exécutés pour espionnage, mais Bruns conservait l'infâme distinction d'être le premier. Les pelotons d'exécution étaient extrêmement rares pour les criminels de guerre nazis exécutés par les Américains. Sur près de 300 criminels de guerre nazis condamnés à mort par les forces américaines après la Seconde Guerre mondiale, seulement 2 ont été fusillés au lieu d'être pendus. Le second était le général Anton Dostler, exécuté le 1er décembre 1945. La pendaison était la norme, la mort considérée comme honteuse et réservée aux criminels ordinaires. Le peloton d'exécution, en revanche, incarnait la tradition militaire, considérée comme une mort honorable de soldats. Mais Bruns n'a reçu aucun honneur dans son exécution. Il a été fusillé parce que son procès s'était tenu avant la fin de la guerre, avant que les protocoles de pendaison ne soient pleinement établis. Kurt Bruns avait 30 ans quand il est mort. Les preuves suggèrent que Jacobs et Zappler n'étaient pas ses seules victimes.
Son auto-vantardise du meurtre de ses propres hommes, son dévouement psychopathique à l'anéantissement des Juifs et le chaos de la bataille des Ardennes, tout indique des cruautés non enregistrées supplémentaires. Kurt Jacobs et Murray Zappler faisaient partie des 1850 garçons nés en Allemagne de Ritchie qui ont servi l'Amérique avec honneur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont survécu aux persécutions d'Hitler, ont reconstruit leur vie et se sont volontairement battus contre le mal qui a détruit leur patrie. Leur récompense a été une balle dans le dos de la part d'un fanatique qui les voyait non pas comme des soldats, mais comme des sous-hommes. La justice a rattrapé Kurt Bruns dans la carrière de gravier, les yeux bandés et les mains liées. Mais aucune exécution ne pouvait rendre les vies qu'il avait volées, ni la version qu'il incarnait. Si cette histoire vous a ouvert les yeux sur les réalités brutales de la justice de la Seconde Guerre mondiale, assurez-vous d'être abonné à Military History. Nous vous apportons les exécutions oubliées, les procès cachés et les vérités sombres que l'histoire ne veut pas que vous vous souveniez. Cliquez sur l'abonnement, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quiconque devrait comprendre à quoi ressemblait le véritable mal et ce qui s'est passé lorsque la justice l'a finalement rattrapé. Merci d'avoir regardé Military History, à la prochaine.